Alors, une toute petite introduction à ce débat. Mercredi soir, vous y regardiez peut-être le match, j'ai regardé FR3 aux nouvelles du soir, où un présentateur interrogeait un de nos très bons collègues qui vient de publier un livre sur la trajectoire politique des oulémas chiites, un livre très récent. Et le présentateur de cette chaîne française lui disait « C'est terrible ce débat entre les sunnites et les chiites, ça dure au moins depuis 4000 ans !» Et notre collègue n'a pas branché, n'a pas bougé. Bon, alors, je crois qu'il faut commencer comme ça pour aborder religion et politique en Syrie. Il faut essayer de mettre de côté, d'écarter, d'éclaircir des préjugés, des idées reçues, des stéréotypes qui sont effectivement très dangereux. Et aujourd'hui, comme chercheurs en sciences sociales, on peut dire ça pour nous trois, nous allons prendre le thème religion comme un produit humain, comme un artefact. Bien sûr, nous respectons et nous ne négligeons pas la foi, la doctrine, les débats théologiques, les constructions ecclésiales, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que les hommes reçoivent et font du lien religieux dans leur vie sociale et dans leur vie politique, bien sûr. Alors c'est difficile, cette distinction religion-politique, parce qu'il y a des affinités très très fortes entre les deux, bien sûr. On a là deux champs qui relèvent tous les deux de ce qu'on peut appeler le symbolique. Ce sont des visions du monde, la vision politique et la vision religieuse, et les passions qui jouent un rôle très important. Et en particulier dans le monde musulman, avec ce qu'on appelle très rapidement l'islam politique. On a ouvert le terme islam politique dans les décennies 70 et 80 pour parler des régimes politiques comme l'Arabie Saoudite. Et puis maintenant, on parle d'islam politique pour parler d'opposants politiques comme les révolutionnaires ou les milices islamistes. Et dans tous les cas, il y a un grand flou qui participe de ces dénominations. Alors, un peu de recul serait très nécessaire, un peu de recul comparatif. Ceux d'entre vous qui ont envie de faire ça peuvent regarder les écrits passionnants sur les guerres de religion en Europe au XVIe et début du XVIIe siècle, et sur les discours incendiaires et complètement fous qu'on a entendus à propos des conflits politiques qui se nourrissaient des appartenances religieuses, catholiques et protestantes dans cette époque. Et un peu de recul, évidemment, nous ne l'avons pas dans la crise syrienne à l'heure actuelle, va être nécessaire. Il faut aussi que nous démêlions ce qui est le fort intérieur et ce qui est l'utilisation stratégique, les tactiques des leaders. Par exemple, quand dans son travail, Thomas Pierret dit « Pour un ouléma, un alem sunnite en Syrie, reconnaître que les alaouites sont des musulmans, c'est quasiment impossible, même sous la torture quelque part, dit-il. » Mais c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est ce que nous dit une très bonne spécialiste de l'islam chiite, Sabrina Mervin, qui rappelle qu'en 1952, le grand moufti de la République syrienne a officiellement reconnu les alaouites comme des musulmans chiites, Ja'farit. Peut-être pas, sûrement pas des sunnites, mais au moins comme des musulmans sunnites. Les deux sont vrais. Il y a le fort intérieur, le domaine de la croyance, et il y a la stratégie politique, tactique, et il faut que nous démêlions, quand nous allons parler des uns et des autres, les cadres mentaux, les systèmes d'explication, les visions du monde des différents acteurs, et en particulier des leaders, d'une part, et d'autre part, les buts qu'ils poursuivent. Par exemple, le but de accepter ou non le rôle de l'État iranien dans le Moyen-Orient à l'heure actuelle. Après cette ouverture un peu générale, un tout petit rappel historique. Nous devons avoir en tête que l'Empire ottoman, surtout dans sa toute dernière période autoritaire, fin du 19e, premières années du 20e, était un empire sunnite.
où les catégories des gouvernants, des dirigeants, la religion du puissant était l'islam sunnite. C'était pas tant une question de foi, là encore, qu'une question de statut des dirigeants, avec une place, vous le savez tous, spéciale pour les communautés non musulmanes, qu'on appelait à cette époque les millets, les chrétiens, les juifs, et qui avaient certains privilèges dans le cadre d'un empire qui se dirigeait avec beaucoup de difficultés vers une certaine égalité entre les citoyens, à travers les différents édits impériaux. Mais à cette époque, déjà, dans la région du Bilad el-Sham, la future Syrie, le traitement des non-sunnites dans cet empire était à la fois différencié et non officialisé. Je veux dire par là que, par exemple, les Alaouites, les Druzes, étaient considérés comme des ennemis potentiels de l'autorité ottomane à cause d'une proximité qu'ils pourraient avoir justement avec l'Iran, qui était lui un empire chiite à l'époque. Et que pour des questions d'établissement de l'ordre, de sécurité, d'impôts, il y avait une méfiance et des campagnes militaires contre ces deux régions de la Syrie actuelle, la région alaouite et la région druze, dans une période où l'État autoritaire ottoman, en 1910, n'a pas hésité à mener des campagnes violentes contre le Djebel druze, le Djebel el-Rab. Ne pas oublier non plus que la période du mandat français, 1920-1943-46, a été la période où a été institutionnalisé, mis dans les textes officiels, le système confessionnel. Alors on le sait tous pour le Liban, mais on le sait moins pour la Syrie. On sait moins que la France a eu une véritable politique des minoritaires en Syrie, avec le partage en territoire, en terrain, en mini-États différents, en fonction des appartenances religieuses et identitaires, le Djebel druze, la région ansariyée côtière, etc. Il y avait là une politique de s'appuyer sur les minorités contre ce que la France craignait comme une majorité sunnite qui serait, elle, alliée des Britanniques. Toujours des perspectives, n'est-ce pas, stratégiques et de compétition. Or, en 1930, les élites syriennes ont arraché à la France une constitution qui reconnaissait l'égalité civile et politique de tous les citoyens syriens, mais qui acceptait, dans le Parlement syrien, une représentation parlementaire, ça s'appelait des sièges réservés, pour les représentants des minorités confessionnelles, donc des non-sunnites dans le pays. Cette représentation confessionnelle, elle s'est prolongée en Syrie après l'indépendance. Elle a duré pratiquement jusqu'en 1950-1953, plus longtemps pour les représentations chrétiennes jusqu'en 1953, mais dans cette période, il y avait encore cette idée que la Syrie était un pays d'identités diverses, plurielles, et qui devait être représenté comme tel au Parlement jusqu'au moment où l'égalité complète, officiellement, entre les citoyens a été édictée, imposée dans la Constitution de 1953. À ce moment-là, rappelez-vous aussi que le code légal, le code du statut personnel, restait relativement différencié entre les différentes confessions, les différentes religions, qu'il l'est toujours en Syrie à l'heure actuelle, en particulier pour les chrétiens, les israélites et les druzes, mais que, en principe, l'organisation politique, légale, constitutionnelle, parlementaire, ignorait ces différenciations. Ceci dit, à cette première période de l'indépendance, la différence et les clivages se jouaient déjà beaucoup autour de problèmes politiques, de problèmes socio-économiques qui opposaient les villes et les campagnes, qui opposaient des riches grands propriétaires à des ouvriers agricoles qui étaient, dans certains cas, quasiment esclavagisés,
et avec des révoltes très dures, y compris par ce régime parlementaire, libéral de la Syrie des premières années 1946-1958, y compris par ces régimes parlementaires ouverts, des écrasements, des différents soulèvements populaires, par exemple dans la région alawite, celui de Suleiman el-Mourchid, ou dans la région druze dans les années 50. Hein. Une opposition entre un système égalitaire et les puissants en ville, qui sont à cette époque encore les élites notables sunnites héritières de l'Empire ottoman, et leurs alliés de communautés confessionnelles chrétiennes, grecs orthodoxes, catholiques, arméniens dans certains cas, qui fonctionnent bien avec le système. Voilà de quoi on hérite. À partir de la période révolutionnaire, il y a un double fonctionnement, un double discours dont la Syrie d'aujourd'hui pâtit très durement, et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Autour de cette question, est-ce que la variable confessionnelle a une période où elle est tue, elle est mise sur le boisseau, elle est niée, avec une comparaison tout à fait dérogatoire à l'égard du voisin libanais. Si le Liban a eu cette guerre civile atroce, si ce Liban a été détruit de 75 à 90, c'est parce qu'il a refusé l'égalité, la négation des différences identitaires et confessionnelles que nous avons niées en Syrie, et puis des pratiques, des stratégies, des identifications qui sont tout à fait autres. Est-ce que cette variable-là peut être comprise? Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est comprise de la même façon pour tous les secteurs de la société syrienne? Et où a-t-elle mené dans ce dernier conflit?